Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 19 de C'est qui en pôle pour débriefer du Grand Prix de Phillip Island qui s'est couru ce week-end. Et pour m'accompagner ce soir, évidemment, Steph, comment ça va ce soir ? Ah, c'est original, hein, Steph. Non, invité surprise, incroyable, sacrée soirée. Ah ouais, non, c'était génial. Je n'ai pas regretté de m'être levé. De toute façon, j'étais debout grâce au chat. Mais non, mais pour une fois, j'ai remercié le chat. Je dis c'est bien, t'as bien bossé. Tu m'as réveillé à 6h, c'est cool. Et ouais, non, c'est super. Toi, t'étais peut-être même encore plus tôt pour regarder les 2 et 3. Moi, Alors, pour te dire, je me suis couché quand la course Moto 3 démarrait. Parce que voilà, c'était grosse soirée, donc non. Je n'ai pas regardé les courses en direct. Ah non, mais j'avais pas l'influx nerveux et physique pour me lever pour si tôt que ça en fait. Donc, c'était chouette. Ouais. Ah mais avant, spoiler alert, c'était chouette. Ouais, c'était chouette. Je pense que tout le monde l'a vu. Avant, on va parler de 2 numéros 19, donc un qui est toujours en activité, donc Alvaro Bautista. On va passer rapidement, hein. Donc il débute en 125 en 2002, il sera champion du monde en 2006 sur Aprilia, donc dans la catégorie 125. Il passera 2 ans en 250, avec notamment une 2e et une 4e place au général. Donc ça va être en 2008-2009. Et il va arriver en MotoGP en 2010 sur Suzuki. Il va faire 28 podiums au total dans sa carrière, donc 3 en MotoGP, 8 victoires en 250 et 18 podiums et 8 victoires en 125. Et la 253 course, c'est un des anciens du paddock, on va dire. C'est surtout pour ça qu'on l'a cité. Mais il y a un autre numéro 19, illustre même, qui est français. Il est né en 1973, c'est donc Olivier Jacques qui va commencer sa carrière internationale en championnat d'Europe 2,5 en 1993 et il sera vice-champion devancé par Régis Laconi. Et en 95, Tech 3 va lui ouvrir les portes du championnat mondial 2,5. Il va gagner sa première course au Brésil en 96 et en 2000, il est champion du monde de la catégorie en battant son coéquipier Shinya Nakano dans la dernière ligne droite du dernier Grand Prix qui se courait en Australie. Et il gagne de 14 millièmes de seconde. C'est l'aspect du siècle. Bah oui. Je pense que moi pour le coup, pour réviser un petit peu, j'ai jeté un coup d'œil vite fait à la vidéo. Il y a le résumé de la course qui est dispo sur motogp.com. Et tu retrouves alors énormément de visages connus, puisque tu avais déjà évidemment Poncharal. Tu avais aussi Coulon qui était déjà là. Et c'était il y a 17 ans, donc ils ont quand même un petit peu changé entre-temps, mais... Il va monter donc en catégorie Rennes où il courra 56 courses, montera une fois sur le podium et son meilleur classement ce sera 10e donc en 2002. Donc on va passer maintenant au week-end qui nous a occupé donc en Australie sur le beau circuit de Phillip Island. Et donc on va faire quelques news. Tu veux commencer ? Ma foi, les news du moment. Ce sont en MotoGP Miller qui revient parce que c'est quand même une news. C'était maintenant tout le monde se cale sur Rossi. Hein. T'as Sofoglou qui veut rouler avec des vis dans le bassin. Bon, visiblement ça n'a quand même pas passé. Mais lui, Miller, il dit jambes cassées, je me fais une Rossi, je cours quand même, c'est chez moi, il y a pas de raison. Dans la série c'est pas un mercato, hein, mais c'est du strapontin, j'appelle ça. Ouais, c'est les remplaçants de Folger. Ouais. Qui remplace Folger, qui est donc Brock Parks, on l'avait évoqué au dernier podcast, c'est un local de l'étape aussi, donc raison de plus pour lui filer un ticket de manège pour attraper la queue du Mickey. Quant à Van der Mark, je n'ose même plus dire, je ne sais pas, il sera remplaçant de Folger à Sepang, sauf si. non, là, je lui souhaite de tourner quand même. Ouais, ça devrait se faire. Ça ferait plaisir. Et la dernière news, c'est Michelin qui va être donc fournisseur exclusif de la catégorie MotoGP jusqu'en 2023. Et évidemment, ça a été annoncé au Grand Prix d'Australie, sponsorisé par Michelin. Donc c'est une affaire qui roule quand même. Donc on va passer aux essais Moto 3. Donc on va avoir Martin Ampol suivi de Rodrigo et Mir. En deuxième ligne, on va avoir Guevara, Fenati et Jules Danilo qui se placent très bien pour ces dernières courses en Moto 3. On a Pagliani, Canet et Bastianini qui vont se placer sur la troisième ligne
En Moto 2, on a Pasini qui enchaîne les pole positions dans la catégorie. Schroeter, Oliveira qui forment la première ligne. Et en deuxième ligne, on a Binder, Morbidelli, Marquez, suivi de Nakagami, Egerter et Raffin. Alors, petit point à signaler, il y a eu beaucoup de chutes au warm-up le dimanche matin dans la catégorie Moto 2. Je crois qu'il y a seulement 10 pilotes qui n'ont pas chuté. C'était très très compliqué pour les pilotes. On passe à la catégorie MotoGP ? Oui, c'était un petit peu tendu pour les Ducati qui n'y arrivaient pas. Et l'histoire montrera que c'était que les prémices d'un naufrage. Et pour illustrer ça, même si c'est pas le seul fait qui a contraire la Ducati, Lorenzo se met une méga boîte et il se détruit bien le pied, d'ailleurs, au passage. Donc ça fait toujours plaisir, juste avant de se qualifier, de se mettre par terre pour perdre toute la confiance qu'on aurait pu avoir. Hein. Non, pauvre Lorenzo, là, il est en caoutchouc parce que quand tu vois la chute, c'est des chutes qui n'ont pas l'air rapides au moment où la moto tombe, mais tu te rends compte au nombre de tonneaux qu'il fait, lui, pauvre humain, dans son cuir, qu'il devait aller super vite et que c'est bizarre, il doit avoir plus d'os à la fin qu'au début, quoi. Mais bon, il s'en sort aussi. Pour parler des gens qui ont eu un peu plus de chance, Rossi et Bradley Smith s'extirpent du guêpier que représentait la Q1, mais donc le pauvre Lorenzo, peut-être encore endolori, se classe à la 16e place et reste au purgatoire. Ensuite en Q2, et c'est pas très original, mais bon, Marquez en pôle, hein, n'est-ce pas ? Bravo à lui quand même. Devant, par contre, un truc qui est un peu plus original, les deux Yamaha de Vignales, non pas Rossi, mais Zarco. Donc Vignales se refait la cerise, et tu me passes l'expression. Et un qui se refait pas que la cerise, mais carrément la boîte complète, c'est Yannone, parce que sur la lancée de Motegi, il se montre. Alors, on reparlera juste après de Yannone, la caravane double essieu. et Miller qui se montre aussi, genre je suis là, comme dans la photo de classe quand il y a un petit qui saute là, on me voit pas. Ouais. Là si là, on ne l'oublie pas. Par contre, celui qu'on n'oublie pas mais qu'on a du mal à voir pour le coup sur la photo de classe, c'est Dovi, parce que il est certes en Q2 mais il finit 11e de la Q2 devant un Pedrosa qui, d'après les techniciens Michelin qui étaient interviewés sur Eurosport, n'arrive pas à faire chauffer ses pneus. En fait, Pedrosa étant un poids plume, il a cet avantage-là quand les pneus se détruisent de pas les détruire. Par contre, quand il faut mettre de la température, mais c'est pas une connerie en fait. A priori, un mec comme Baz qui est grand et lourd chauffe ses pneus en 0,5 tours, alors que Pedrosa, ils sont encore froids quand il a fini la course. Si je schématise. Et quand tu fais 50 kg, c'est compliqué de mettre du poids sur l'arrière. Ouais, je peux l'expliquer comment on grossit très très vite. Hein. Il suffit de manger n'importe quoi et de boire des bières. Je peux faire coach sportif. T'inquiète pas. Tu veux grossir, allez, viens avec moi. Ouais, je vais te montrer comment ça se passe. Tu montres comment on pilote et puis moi je te montre comment on prend 10 kilos. Bière, pizza, t'arrêtes pas. Après, t'inverses. Donc, that's all for the qualif. That's all for Calif. Donc on part sur les courses. Rodrigo, Martin, Guevara, Fenati, tout le monde part plutôt bien en Moto 3. McPhee va chuter assez vite, hein, il était assez loin sur la grille. Darren Binder également. On a Mir qui est dans le groupe de tête, hein, et Antonelli qui va chuter assez tôt dans la course également. Alors Mir, il va mettre quand même la pression pour doubler Fenati, mais c'est l'Italien qui réussit à se porter en tête. Et son compatriote Di Gianantonio lui file le train avant de chuter au 4e tour. Et Canet chute également dans la foulée. Danilo également, donc ça fait quand même pas mal de pilotes qui sont hors course. Devant, c'est Mir qui a pris les commandes du paquet d'une dizaine de pilotes. On commence à voir des commissaires de piste qui agitent des drapeaux pour signaler donc l'apparition de quelques gouttes au 10e tour. Bezeki donc va chuter, ainsi que Guevara qui était bien installé dans le groupe de tête. Ramirez, Loy se montrent à leur tour aux avant-postes, mais Ramirez va chuter assez vite après. Mais bon, c'est une petite touchette avec Martin, hein, donc c'est pas de bol. Alors ça se bastonne pas mal en tête, c'est compliqué de deviner qui va la gagner, hein, comme d'hab en Moto 3, j'aurais tendance à dire. On a quand même Mir qui réussit à prendre un petit peu d'avance, mais sans que ce soit réellement décisif. C'est le retour des drapeaux avertissants de la pluie au 17e tour, et une fois la ligne passée, on a la quasi-totalité des pilotes qui lèvent le bras, et c'est red flagué donc dans la foulée.
Ce qui nous donne au classement Mir, Loy, Martin sur le podium, Rodrigo, Bastianini et Fenati. Et donc à l'issue de cette course raccourcie donc par la pluie, Joan Mir est titré champion du monde de Moto 3. Ça vient surtout couronner une large domination de la catégorie de l'Espagnol sur toute la saison, quoi. Au bout de beaucoup de Grands Prix, je me fais toujours pas quand je parle de mobilette, c'est pas pour me foutre d'eux, c'est la taille des pneus. En fait, quand tu conduis une moto et que toi, blaireau que tu es, t'as peur à 50 à l'heure quand il pleut dans un virage facile, les pneus, c'est des pneus un peu comme quand tu vois aujourd'hui des très vieilles, enfin les toutes premières R5 ou les 2 chevaux. C'est des galettes. Et je me dis, waouh! Et ils sont au taquet. Donc, chapeau les gars. Alors en Moto 2, donc là pour le coup la pluie a cessé et la piste a vite séché, on a donc une course qui part sur le sec. Pasini reste un peu bloqué sur la grille et ce sont les deux KTM qui prennent les commandes emmenés par Oliveira et Morbidelli se replace assez vite dans leur roue. Schroeter fait une sale chute et Pasini donc manque de bol, encore une fois il fait très belle qualif mais pas de chance en course donc il part dans le bac avec lui. Viré se replace bien à la 6ème place, on a Oliveira, Morbidelli et Binder qui sont assez détachés en tête. Edgar Ponce, donc, qui avait un petit peu anticipé le départ, doit se payer un ride-through. En tête, on a quand même Oliveira qui réussit à creuser un petit gap, mais c'est pas énorme non plus. Par contre, Lutti est 4ème et est bien décroché. Et c'est à ce moment-là en fait qu'Oliveira va vraiment imprimer son rythme à la course. Et Morbidelli va passer donc Binder pour la 2. Mais Binder va repasser quand même assez vite devant. Et surtout, il y a un contact entre les deux dans une entrée de virage qui aurait pu être catastrophique pour Morbidelli, puisqu'ils auraient pu finir au tas tous les deux, à savoir que Morbidelli joue le titre. Et Lutti, quant à lui, glisse doucement, puisqu'il se fait passer par Vierre Raffin notamment, et il atterrit à la 7ème place. Alors on a une belle bataille pour la 2. Entre Morbidelli, Nakagami, Vierre, Raffin et Binder, c'est super chouette à voir parce que ça fait toujours pas mal de dépassements. Et devant Oliveira, par contre, il a tiré les marrons du feu de l'affaire puisqu'il a 5 secondes d'avance. Donc il gère bien sa course. Il y a des sacrées passes d'armes entre Morbidelli et Binder pour la 3. Et Nakagami, qui était 2ème, chute, je crois que c'est à 2 tours de l'arrivée. Donc voilà, donc 0 pour le pilote japonais. Mais donc c'est Oliveira qui va gagner sur KTM et surtout Binder qui va offrir le doublé devant Morbidelli. Raffin 4, Vierre 5, Marquez 6 qui est remonté après une grosse virgule en début de course. Il a réussi quand même à bien remonter tout le paddock Moto 2 et on a Corsi, Egerter et Lutti qui fait 9. Donc voilà, donc on a quand même un petit écart de points entre Morbidelli qui fait 3 et Lutti qui fait 9. Côté Frenchie, on a Quartararo qui a abandonné, je crois. Enfin, en tout cas, il n'a pas marqué de points sur cette course. Donc c'était une très très belle course. Hein. C'était mis à part Oliveira donc, qui a fait cavalier seul en tête. Le deuxième groupe était très très plaisant à suivre. Beaucoup de dépassements et surtout, premier doublé KTM. Donc on les avait vus de plus en plus à l'aise au fil de la saison. Et là, voilà, ils concrétisent réellement une grosse progression sur cette catégorie, qui va être aussi un petit peu le cas en MotoGP. Tu vas nous parler de la course ? Avec plaisir, parce qu'en plus, contrairement à ce qu'on aurait pu craindre, il n'y a pas eu de flotte, ni de rideau de flotte, ni même de gouttes de flotte, ce qui a permis d'avoir l'excellent revêtement de Phillip Island. Parce que il y a quelques années, 3 ou 4 ans de ça, il était certes neuf mais trop abrasif, ce qui avait créé le problème du ride-through obligé. Mais là, ça et le fait que Michelin est prévenu, qu'ils se prennent les choses au sérieux, qu'ils veulent pas être pris en défaut, les gommards et la piste ont bien marché ensemble, on va le voir. Et il n'y a pas que sur la piste que les gommards ont bien marché, mais j'anticipe. Attention, n'allons pas trop vite. Nous, comme on est cocardier, on regarde Zarco, qu'est-ce qu'on voit au départ ? C'est qu'il se fait un peu, pas vraiment tasser, mais c'est le dindon de la farce. On va dire que dans les 2 premiers virages, il passe de première ligne à quasiment... Alors on sait pas dire, ça ressemble un peu à la Moto 3 quand même, mais 7 ou 8ème quoi. Enfin, ça n'allait pas trop. Là, ouais.
pendant ce temps, le Miller qui voulait être vu sur la photo de classe avant, bah là, il est passé, il a fait une photo bombe, là, il est directement dans l'objectif. C'est moi. Là, il met les potards à 11, hein, donc 11 sur 10, hein, je suppose, comme on dit dans l'expression. Il sature un peu les amplis et il y va, quoi. Donc Marquez, alors quand il fait ça, on a l'impression qu'il surclasse tout le monde. Alors, rétrospectivement, j'ai l'impression qu'il roulait très fort et que les autres se craquaient les phalanges. sans manquer de respect à Miller. Hein. Je me suis dit, mais waouh, Miller, à un moment, il prend aussi pas mal d'avance, quoi, l'équivalent de demi-seconde, une seconde. Ouh. Je me dis, peut-être comme au Tour de France, ça va faire un échappé. Donc non, parce qu'il va pas tarder quand même à se faire reprendre, mais il a bien montré les couleurs du maillot. Et Rossi, comme il a depuis maintenant un bail chassé ses démons, il se fait plus les départs à la diesel, il est très vite, très vite dans le coup, et donc lui et Zarco mènent la chasse. D'ailleurs, il y a Yannone qui continue de faire la caravane, mais là c'est pas comme en qualif, hein, on va pas lui reprocher de suivre les gens, hein, c'est une course. Ah bah non, c'est la course. Donc, par contre, nous, en tant qu'adeptes du suspense pour le championnat, on regarde la lutte à distance entre Doby et Marquez en espérant secrètement que Doby va faire une remontada. Bon, non. En fait, il est dans le dur, et puis, étant dans le dur, il se loupe, et donc il manque de sortir de la piste, et il se retrouve à un moment 20ème. Donc ça sent pas bon pour lui et pour le championnat à ce moment-là. Mais le réalisateur a le bon goût quand même de s'attarder surtout sur ce qui se passe devant, et il s'en passe de belles, puisque Zarco remonte presque trop fort, si on peut dire, parce que malgré tout son talent, il manque quand même de foutre Marquez au bac. Ouais. Et bon, comme je ne fais pas partie des débiles qui sifflent Marquez, je vais pas non plus souhaiter que Marquez finisse au bac sur un fait de course. Donc non, mais ça passe pas loin, quoi. Hein. On a un championnat qui passe pas loin, quoi, en fait, quand on y repense. Donc après, de toute façon, ils se sont vus au parc fermé, ça se passe bien, ça se finit bien. Donc c'est très difficile à décrire, en fait, parce que même en le regardant, c'est difficile. Ça m'a rappelé le Moto 3. C'est qu'il y avait tellement de monde qui se bastonnait, et des gens qui perdaient parfois 4 places en un tour, alors qu'ils faisaient pas d'erreur. C'est juste qu'il y avait des dépassements. Miller quand même tarde pas à marquer le pas et à se faire distancer par la meute, et dans cette meute là de loups qui ont la dalle, hein, et comme Princesse Mononoke avec du sang sur la tronche. T'as Vignales, Rossi, Marquez et Zarco là, qui s'en donnent un cœur joie. On aurait cru du mini-moto ou du pit bike. Quand ils se mettent des coups de coude devant l'Intermarché. Marquez met la misère à Vignales, il a l'air un peu trop facile pour que ce soit honnête, mais en fait c'est juste qu'il était très très bien. Par contre Espargaro... il fait un super pif paf. Hein. Ah oui, c'était... c'était... Waouh. En fait, t'as des virages où tout le monde est au taquet, et t'as quand même des mecs qui refont des intérieurs, mais comme si c'était facile. Espargaro conclut mal son week-end, qui était pourtant bien commencé, parce qu'il s'était plus que montré aux essais. Et il était dans le coup. Pendules, ouais. Mais là, bon, écoute, la chute, c'est la seule chute que j'ai notée, moi, parce que Abraham finit sur ses roues cette année, la Philippe Island, là. Donc Espargaro m'a l'air d'être la seule personne à avoir ramené des graviers en souvenir. Même pas Crutchlow, dis donc. Non plus, hein. Comme tu l'avais fait remarquer, c'est la fête à la porte ouverte pendant ce temps dans le groupe de devant. Puisque ça se passe et ça se repasse et ça se repasse. Et pour l'activité qu'il y a et le nombre de déplacements qu'il y a eu, pareil rétrospectivement, si on oublie les traces de gommard sur les combis, c'était relativement propre, à savoir. T'avais l'impression que c'était un peu le gentleman agreement, quoi, comme je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est t'en bouge pas, ça va taper, hein, mais je gère. Et toi aussi, hein, c'est bon. Tac. Ça a tapé, mais pas fort, t'inquiète. C'est pas l'assassinat, en fait. C'était ouais, pour moi, c'était comme comme je te disais, un contrat tacite. Pas comme quand il y a un mec qui vient, justement, on parlait au dernier podcast, on parlait de Marquez qui avait un peu beaucoup tassé Lorenzo sur un Grand Prix pour montrer qu'il était là. Là, ça m'avait semblé moins brutal, mais bon. Tant qu'on n'est pas dans les casques et les combis des gens, on ne sait pas. Oui. C'était bourré de petites pichenettes dans tous les sens. Oui, c'était plus du Mario Kart, en fait. Ouais, c'était plus des taquets derrière la tête. Voilà. Si on devait prendre toujours des métaphores de jeux vidéo, je suis plus sur du Mario Kart avec de la peau de banane et pas de la carapace bleue. Où tu sais, le petit le petit item qui te tue pas mais qui te fait bien chier. C'est ça. Donc là, en l'occurrence, par contre, t'avais un peu l'impression que les Ducati, ils avaient que des peaux de banane et pas des champignons, quoi. Les Ducati, ils étaient lestés ce week-end, je crois. Ah ouais, il aurait fallu, je sais pas, mettre une boîte avec un peu plus de rapport, quoi. S'ils ont mis une boîte
t'as 3 Il rapports. manquait la 6. C'était un peu embêtant, quoi. Par contre, des qui impressionnent sans que ce soit ultra flamboyant quand même, c'est les Suzuki, parce qu'ils sont aussi dans le coup, et à un moment, j'arrêtais pas je me disais, je vois double, parce que Yannone, il a, tout comme il fait la caravane derrière Marquez au qualif, il a piqué les couleurs de Rossi, et donc il y avait Rossi avec un mec qui était mal passé à la machine à laver derrière, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Il a déteint Rossi, quoi. Ah non, c'est lui, mais avec un autre bleu et un autre jaune. Et donc il était quand même c'est ce qui veut dire qu'il était dans le groupe d'effort, quoi. Ouais. Chose que je n'ai pas vu, mais que toi tu as remarqué, c'est qu'a priori, Marquez, plutôt que d'être pas noté avec des temps, il est pas noté avec les points de Dovi. C'est un peu le moment de la saison où il faut le faire. C'est bizarre, parce que alors, moi, quand je l'ai vu, il me semble que le commentateur, donc sur la version de MotoGP, sur la dernière ligne de panotage de Marquez, il y avait le nombre de points marqués par Dovi, donc sur la course, pas idiot, en fonction de son classement. Bah oui, ce serait pas idiot. Mais a priori, donc Marquez en interview, il a dit que non, il n'était pas panoté il n'était pas panoté par rapport à Dovi. Donc bon, écoute, je sais pas. Bon, dans tous les cas, de toute façon, si ce n'était pas noté, c'était de toute façon dans toutes les têtes. Ouais, c'est ça. Parce qu'à un moment, il s'est retourné, genre c'est pas du tout chaud et je risque pas du tout de me faire éclater au prochain virage. Il a pris le temps de se retourner pour compter les mecs qu'il y avait derrière. Ouais, à un moment, il s'est retourné quand même. Ouais. Mais longtemps et beaucoup, quoi. C'est pas genre un petit coup d'œil, quoi. C'est genre, attends, 1, 2, 3, 4 ans. Je retiens 5. Il est où le rouge? Putain, il n'y a pas de rouge. 2. Alors, c'est quoi de Pierre, carré? Alors, je sais plus. Bon, mais après, je regarde devant parce qu'il y a un virage qui me saute à la gueule. Vignales qui se réveille. Pour histoire de dire, je suis pas fini non plus, moi. On parle tous de Dovi, mais non, moi, j'existe aussi. On l'a déjà cité, Yannone continue d'être à la fois présent et propre. Hein, on a pas arrêté de bitcher sur cet homme-là, mais là, c'est clean. Et si on doit en venir à le dépassement, the dépassement, c'est le truc qui n'existe pas. C'est Zarco qui fait un exter à Vignales, tenez-vous bien. T'es si bien que Dixit, les commentateurs d'Eurosport, et a priori Vignales aurait été un peu déstabilisé par cette manœuvre, non pas parce qu'elle était dangereuse, mais parce qu'elle était bizarre. Non, parce qu'elle est totalement anticonventionnelle, mais... Oui, ça montre à quel point il était bien, Zarco. Oui. Parce que pour tenter ça, putain, faut avoir de la marge. Ouais, puis il le passe, et il le passe vraiment sans aucun problème, et c'est super propre, il n'y a rien à dire sur le dépassement. C'est vraiment ça que j'ai adoré, quoi. Ça et le pif-paf de Marquez, parce que j'adore les pif-paf. C'est mon petit truc. Ah bah là, t'étais servi. Et oui, donc à un moment, Yannone se sent tellement bien qu'il se montre beaucoup, parce qu'il est deuxième du Grand Prix à un moment. Tout comme on l'a pas cité peut-être, je crois, mais Zarco a mené quelque temps. Donc c'était un peu à toi à moi. Et puis, chose qu'après Zarco dirait qu'il l'avait vu venir et qu'il savait que Vignales allait faire l'aspi à la fin. Mais il a dit que plutôt que de s'occuper de fermer la porte à un éventuel Vignales, il préférait essayer de gratter la deuxième place à Rossi. Donc c'est ça qu'il explique après. Il a dit je savais, vu que ça se passe très vite dans leur tête, ils savent beaucoup de choses que nous on ne sait pas, mais Zarco disait qu'il savait qu'en faisant ça, il y avait la possibilité de se faire niquer. Ce qui fut le cas, mais il disait que comme il savait en le faisant, bah ça le gênait pas finalement. C'est toujours pénible de rater un podium, mais à 10 minutes après l'arrivée, quand il répondait à la correspondante d'Eurosport, il était déjà remis de son relatif échec, parce qu'effectivement il passe virtuellement de 2 à 4. Bah oui, il fait 4 et il est à 43 millième de la 2. Ouais. Voilà. Mais bon, ce qu'il faut qu'il retienne, c'est la course qu'il a réussi à faire dans le paquet de tête, et à faire ce qu'il a réussi à faire. Est-ce qu'il mènera d'ailleurs Rossi en interview ou Vignales, je sais plus, en interview post-course, à répondre à une question d'un journaliste qui disait est-ce que Zarco pourra hériter d'une moto d'usine Rossi et Vignales ont répondu oui, c'est possible, ce serait même pas idiot d'ailleurs. Et puis après, en se marrant, les deux ils ont dit par contre, ce sera peut-être pas un cadeau, parce que ça a permis à Rossi de mettre un scud à la team Yamaha Japon, parce que il se plaint à longueur d'interview que ça bouge pas beaucoup niveau solution qui arriverait du pays du soleil levant, et que sa Yamaha, si tu me passes l'expression, elle est pourrie. Enfin bon, tout est relatif, mais ils n'arrivent pas. Je pense qu'à un moment, elle a dû, par rapport au niveau du paddock, tenir la route, et comme les autres ont progressé et pas eux, voilà, ce qui se passe d'après Rossi, c'est que
c'est un peu, il faut lui mettre un oreiller sur la tronche et compter jusqu'à 100, quoi. Hein. Faut la finir, cette bécane, d'après lui. Ma foi, oui, donc je dérape. Pour les autres qui finissent, parce qu'il y a, comme je te dis, il y a beaucoup de gens qui ont fini, beaucoup de gens sur leur roue. Crutchlow, quand même, arrive ensuite. Et Yannone, hein, le vaillant Yannone, on peut dire ça, parce que on passe notre temps à se foutre de sa gueule, mais là, chapeau. Miller, qui s'est accroché avec les dents, avec tout ce qu'il pouvait utiliser pour s'accrocher, et Rins, bravo Suzuki. Paul Espargaro, suivi de Bradley Smith. Alors, la liste est longue, c'est un peu comme quand je dois m'enregistrer sur un site web et que je mets très très longtemps à trouver ma date de naissance, ce qui veut dire que je suis vieux, hein, quand je fais un scroll down. Bah là, Dovi, 13. Kata, oui, on peut le dire, du fait de sa dégringolade et donc des points qu'il n'a pas marqués. Et Lorenzo 15e, c'est voilà. Et globalement, toutes les Ducati étaient après la Xème place à un moment de la course, ils étaient quasiment. C'était une mono-lanterne rouge les Ducati derrière. Quoi. Premier pilote Ducati, c'est Scott Redding qui est 11e. Voilà. Donc là, quand t'as dit ça, t'as tout dit. Hein. Petrucci qui d'habitude fait toujours quand même assez bonne figure ces derniers temps, surtout. Là, il est coincé entre Hector Barbera et Brock Parks à la 21e place. Donc, il est à 8 secondes derrière Sam Loves. Oui, sauf erreur de ma part, Lorenzo se fait taxer par Abraham. Oui. Donc, oui. La petite cruauté. Il se fait faire au dernier virage. La petite cruauté. 58 millième, il lui met. Bon, bah voilà. Mais c'est une course de vitesse, donc ça compte. Hein. Ça veut aussi dire que il y avait un problème de niveau des machines. Je ne sais pas manquer de respect à Abraham de dire qu'il n'est pas au niveau de Lorenzo. Je peux quand même le dire. Oh, puis, même en tant que package aussi, il est un petit peu derrière. Oui, enfin voilà, que ce soit c'est global. Les pilotes et leurs machines, la somme des deux, voilà, c'était à oublier pour Ducati, mais bon, c'est difficile d'oublier que on pourrait presque dire qu'ils ont perdu le championnat sauf fait de course. Ouais. Ça se voyait sur la tronche du team dans le box. Hein. Donc, mais c'est comme ça, c'est la course. Hein. Les Frenchies, alors on en a parlé, mais je pense qu'on va le redire juste quand même pour se faire plaisir. Zarco 4. Base 18, voilà. On pourra de toute façon utiliser l'excuse Ducati. J'ai pas entendu son analyse post-course, mais moi non plus, mais c'est des courses compliquées. En fin de saison là. Là, ouais, c'est en axe. Mais bon, il y a quelque chose que t'as pas dit quand même, Non. et que je pense c'est important de le dire. C'est surtout l'intelligence de course de Marquez sur la gestion de la course. Ah, mais déjà ça a commencé, parce que là on en a parlé de la caravane à double essieu, mais pour moi l'intelligence elle est déjà pendant le qualif. Tu as vu cette scène, enfin elle a été retweetée à 1000 reprises, mais pas encore assez à mon goût. Pour moi ça fait partie, il manquait la musique du Bénil. Alors pour refaire la scène, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, il est de notoriété publique que Yannone arrête pas de s'accrocher à Marquez pour faire des chronos en qualif. Et à un moment, ils sont rentrés au stand, un peu tous, hein, parce que tu as des moments comme ça, des qualifs, où tout le monde va boire un coup de Red Bull et puis faire changer ses pneus. Et il y avait Yannone et sa team qui guettaient ostensiblement, on l'a revu d'ailleurs après avec le montage, parce que j'ai revu moi le live que j'avais enregistré, ça se voyait pas tant que ça. Mais la juxtaposition de plan de caméra où tu vois la team Suzuki qui regarde quand est-ce que la team Honda va repartir, et t'as Yannone qui est prêt, il a son casque, ses gants, il est prêt à monter, mais il attend aussi que Marquez parte. Marquez fait enlever les couvertures chauffantes, se met sur sa brelle, et donc Yannone part comme un seul homme, sauf que Marquez après il redescend. Il lui fait une Jordan aussi, tu sais, c'est genre droite-gauche, droite. Ah non, j'y étais pas, quoi. Tu l'as vu, tu l'as pas vu. Et ce qui est très marrant, c'est qu'en plus, après, comme les gens un peu malicieux ont juxtaposé tous les plans de cette séquence, t'as Yannone dès la sortie des stands, avant de se réinsérer sur la piste, qui regarde derrière, puis ils vont pas marquer. Voilà. Donc, petit méfait, petit troll. T'attends Marquez et puis c'est Abraham qui sort, quoi. Et là tu te dis merde. C'est moi qui vais faire le V12 diesel. C'est pas moi le lapin pour le coup. Et mais pour le coup, là il s'est bien fait niquer, donc bien joué Marquez, ça m'a bien fait rire en plus. Ouais, surtout l'intelligence de course, ça a été de réussir à d'une part prendre la tête. Enfin déjà,
moi, ce qui m'a le plus épaté sur sa course, c'est, je pense qu'il savait dans quelle situation était Dovi. C'est-à-dire qu'il était vraiment dans une situation un peu merdique dans le trafic. Il a passé tout le week-end derrière Dovi, donc voilà, il aurait pu jouer la sécurité et se dire je m'écarte. Parce que c'était quand même un sacré bouillon à 5-6. Moi j'étais persuadé qu'il allait y avoir un gros strike, notamment dans le freinage en descente. Que ça allait striker et qu'il allait y avoir 5 ou 6 dans le bac. Bah donc la solution de facilité, ça aurait été vraiment d'attendre que ça se passe. Et il a choisi l'autre option qui aurait pu lui coûter très cher, mais qui au bout du compte lui fait vraiment mettre la tête sous l'eau de Dovi. C'est de rester dans le bouillon, d'une part de rester sur ses roues et de réussir à s'en extirper par le haut et de gagner. Là vraiment il a montré toute son intelligence de course, sa maîtrise et clairement. toutes les qualités qu'il a qui sont d'autant plus marquées depuis la mi-championnat. Moi je suis sur une course comme ça où il y a tellement d'enjeux, tellement de complexité à gérer en course, parce que on l'a vu quand tout le monde a posé les bécanes dans le parc fermé, donc il y avait les 4 premiers puisque Zarco fait 4 en étant meilleur indé. Zarco, on voyait pas les traces de pneus parce qu'il a une combi noire, quoi, mais tout le monde en a ramené, quoi. Ah oui, oui. Et comme tu dis, c'était et surtout comme l'a signalé Rossi, il a dit nous on vient pour ça, quoi, c'est-à-dire si tu viens pas pour ça, tu restes chez toi. Et c'était vraiment chouette parce que c'était costaud, il y a eu plein de très très beaux dépassements. Ça a fait penser aussi par certains moments à du Superbike ou du Supersport. Ouais, parce que tout le monde il y avait entre guillemets 5-6 motos qui étaient vraiment au même niveau, et moi j'avais vraiment l'impression que les 6 en tête jouaient le championnat, quoi, et c'était vraiment super chouette à voir, et c'est vraiment une des courses moi que j'ai vraiment pris le plus de plaisir à regarder, même si j'avais d'autres tensions, mais c'était super chouette, j'ai vraiment adoré, et surtout les commentaires que les pilotes ont eu après course, c'est-à-dire de dire ouais, c'était costaud, mais on vient pour ça. Il y en a pas un pour aller se plaindre et dire ouais, mais lui trop agressif, lui trop ceci, lui pas assez cela. Il y a eu une petite remarque sur Iannone, mais pas méchante. Voilà, il y en avait pas un pour pointer du doigt l'autre et dire les gars, moi ceci, moi cela. Parce que Marquez, il aurait pu dire les gars, moi je joue championnat, vous jouez que dalle. Je veux pas. Il y avait ça comme risque aussi, que lui perde le championnat là-dessus. Et lui, non. Moi, je trouvais que l'attitude globale des pilotes en course et hors course a été vraiment exemplaire. Après, il y a un point, moi qui t'en as parlé très très rapidement, c'est les sifflets. En plus, ce que je veux dire, c'est que 2015 c'est 2015, mais mais bon, au bout d'un moment, faut tourner la page. Non, d'une part, faut tourner la page. Ça, je suis pas c'est je suis pas le dernier à le dire. Mais par ailleurs, quand tu viens d'assister à une course comme ça, que tu vois que Marquez, il a pas aménagé ses efforts, comme tu l'as dit, il a remis son titre en jeu quasiment à tous les tours. Bah oui. Parce que imagine que non seulement s'il chute, c'est Dovi qui marque des points, pas lui, et voire même il peut se blesser, c'est fini. Oui. Donc je ne vois pas le début d'un commencement de raison de le siffler là-dessus, vu que ils ont été très virils mais corrects entre eux. Les gars, ils te donnent un spectacle comme ça, parce que quand tu siffles, ok, les gens ils disent tu siffles Marquez, mais tu siffles tu gâches aussi le plaisir des mecs qui sont sur le podium avec eux, quoi. Non, mais c'est comme si Nadal Federer font une finale d'anthologie et c'est Nadal qui gagne à la fin, et je vais pas lui jeter des cailloux à Nadal. Quand tu siffles un podium, tu siffles, faut te mettre en tête que tu siffles les 3, quoi. Mais oui, et c'est un peu pourri, quoi. Moi je trouve que après surtout que peut-être on va aussi graver ce podcast là sur un micro-sillon en platine et l'envoyer dans une sonde dans l'espace, mais le niveau de Marquez est ahurissant. Oui. Réussir à se mettre à l'abri au moment où il a choisi de le faire. Alors que beaucoup des autres, en tout cas, j'imagine, étaient à 110%.
Lui, il dit Et attends, lui, il y là, était je aussi, vais- hein, puisque... Ouais, mais en plus, il s'extirpe, il tombe pas Bien sûr. et il reste à l'abri. Enfin, il se Ouais, met à l'abri. C'est-à-dire que c'est lui qui gagne, hein, c'est pas les autres qui font de la merde. Hein. Mhm. Donc oui, il est au-dessus là-dessus, en termes de Ouais, niveau ouais. pur et dur de pilotage. Non mais franchement, quand tu veux une course comme ça, si tu veux donner envie aux gens de se mettre au MotoGP, tu leur files Ah oui, un ouais, 10 tu regardes ça. de Phillip Island. Hein. Mais tu l'avais toi-même suggéré lors de nos discussions en préambule à ce podcast. Mhm. Imagine, c'est toi qui l'as dit, en tout cas, je te cite, imagine Lorenzo dans le groupe de tête pendant la course. Ah, c'est surtout Cécile aussi sur Twitter Ah oui. qui a tweeté ça. J'étais juste en train de faire le conducteur et je tartine un peu sur Twitter et elle dit oh putain, la même idée. Ah ouais, Lorenzo dans le groupe de tête là, Ah là je là, crois mais- que c'était. Non mais oui, il aurait été avec son petit cahier, son petit calepin à noter. Alors lui, là, il n'a pas été gentil. Lui, il m'a mis le coude dans la visière. Regardez, Ouais, j'ai un morceau de carénage coincé dans la botte. on le chicane un peu. Mais... Ouais, oui, bon, c'est pareil, c'est un grand pilote. Oui, Bon, c'est un grand pilote. Par contre, c'est pas marqué sur le conducteur, mais je me permets juste de signaler cette pub de la honte. Avec Lorenzo qui a une montre en plastique qui Ouais, est deux meufs, une à chaque bras déjà, je sais pas d'où ça vient. Ils vont Ça, se faire c'est un plan à Bellou. trois. Qui a sorti Oui, cette oui, oui. superbe archive. Ah mais c'est pas l'air d'être une archive, ça a l'air d'être récent cette pub de Ouais, merde. mais il non est plus sponsorisé Pour par Tissot. Sector puisque Non, depuis c'est 2 ans. C'est pas Tissot la marque Bon, on s'en Non, fout. Mais- avec les nénettes, c'est Sector. D'accord. Ah, Tissot, ok. c'est la nouvelle. C'est le Ah, nouveau c'est la partenaire. nouvelle. Ne Ah oui, confonds c'est- pas. Je ne Ah, confonds tu pas. commences à confondre les partenaires principaux de Lorenzo, là, tu me Bah oui, mais déçois. c'est parce que ça change toutes les semaines, alors moi je ne peux plus suivre. Non, mais plus sérieusement, cette espèce de pub où il a une montre de merde, donc les nanas l'envoient chier, il s'achète une montre au centre commercial et il se fait une Ségala du pauvre, quoi. Déjà que Ségala, Oui. c'est pas génial, mais. Et donc, si à 25 ans, en tant que champion du monde, t'as pas T'as toujours une montre, flic-flac. Sector, t'as pas deux meufs qui viennent dans ton pieu. Ah, super, merci, franchement. Bon, bref, petit aparté sur cette pub. Pour ceux qui seront un peu curieux, iront chercher la pub Sector. Comment c'est cette série improbable d'AB Productions, là, Le miel et les abeilles, quoi. Ah oui. C'est du même niveau, hein, que ce soit la qualité de la photo ou le jeu Ah, d'acteur. attends, il a fait une super paella au Portugal. Non, en Australie, il peut pas tout. Ah ouais, le gros clicheton side, là, c'est... Ah oui. Ouais, c'est vrai qu'il a réussi à faire triple pub dans une seule et même tweeterie, puisqu'il a fait le Combo. pub Ducati. Ça, c'est normal. Voilà, le combo montre Tissot sur une Ducati, le tout après être allé manger dans un resto, je sais plus le nom. Voilà, C'est beau. C'était très beau. Bon, on fait un petit point championnat alors. Yes. Donc, Moto 3, on a Mir donc, avec 296 points qui est champion du monde devant Fenati avec 226 et Canet 184. En Moto 2, Morbidelli 272, Lutti deuxième 243 et Oliveira 191. En Moto GP, on a Marquez avec 269, Dovi avec 236 et Vignales 3ème avec 219. Donc combien ça nous fait ? Ça nous fait 33 points d'avance pour Marquez. Il reste 2 courses. Vu comment Marquez pilote, je même. pense que là... Mais non, mais il suffirait, effectivement, il y a des trucs pas plaisants, comme j'ai vu sur Twitter aussi, des gens suggéraient que tu pourrais avoir Dovi qui gagne et puis Marquez qui finit, et donc dans tous les cas, et c'est Marquez qui sera champion du monde, et puis ce sera bien mérité. Alors là, encore une fois, qu'on me fasse pas dire que je l'ai pas surtout dit. dans la dynamique où il est là, Ah oui, là oui, quand tu et regardes... souviens-toi de comment, limite, on lui tapotait un peu sur l'épaule, virtuellement bien sûr, nous en début de saison, en disant bon, Marquez, il est aux fraises. Je sais pas, il n'arrêtait pas de faire 5 ou 6 quand il tombait pas, quoi. Donc voilà, là, bon. Pendant ce temps-là, je pérorais parce que Rossi était premier. Ouais. Souviens-toi aussi, c'était quasiment un autre championnat. Ah oui. Et là, voilà. On Ah voit non, ce mais que là, ça donne. depuis... ouais, c'est à peu près depuis la Catalogne, on va dire. Mais surtout Ah ouais, non, depuis mais la deuxième partie c'est de saison. transcendé, le là, garçon. c'est impressionnant. Sachant qu'en plus, il a pété un moteur en Angleterre. C'est vrai, ouais, on finit par oublier qu'il a pas fini la course avec un moteur pété. Et ça... Retenez-moi où je dis du bien, attention. C'est que ce qui souligne quand même sa performance, c'est voir comment Pedrosa ne s'en sort pas Oui. avec ce package-là. Ouais, c'est surtout que là, tu vois clairement que Honda a fait son choix. Hein. Bah, C'est-à-dire, ouais, mais c'est Marquez qui développe la moto
Et Pedrosa, tu prends les pièces qu'il y a, et puis si tu veux qu'on t'adapte un truc, t'attendras. Hein. Je pense que là, le choix, il est clairement fait. Et Pedrosa, il est plus du tout dans les plans de développement. Hein. Ouais, mais pour autant, il pourrait bénéficier de cette moto-là. Ouais, mais il n'a pas du tout le même style de pilotage que Marquez. Oui, c'est sûr que physiquement, il n'a pas le même gabarit, donc il peut pas l'emmener pareil. Hein, la moto, c'est. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est évident, hein, et comme tu rappelais, hein, quand tu mets 50 kilos sur un pneu arrière, après je sais pas combien fait Marquez, mais il doit bien faire un 65-70 kilos. Compte tenu de la différence que ça peut amener sur la manière dont tu pilotes, je peux comprendre tout à fait. Pedrosa, il est quand même pas tout à fait aux fraises sur la saison. Il fait quand même quelques belles courses. Mais Ah non, mais là, sur un week-end comme le dernier qui vient de se passer, là, Pedrosa, il est pas à bien, la quoi. lutte. Il est à la lutte. Bon, voilà, hein, c'est comme ça. Après, Honda a fait son choix. Ils ont choisi de pas faire une moto homogène, de faire une moto pour leur pilote leader. C'est peut-être les choix que doivent faire Yamaha et Ducati également. Hein. Choisir un leader et le suivre, et pas suivre 2 pilotes ou 3 pilotes. C'est un choix. C'est un choix. Mais bon, là, Honda, il prouve que, et surtout Marquez, hein, prouve que voilà. Hein, lui, il tombe en qualif, hein, il tombe pas en course et il les gagne. Hein, donc, de toute façon, c'est la bonne. Oui, c'est presque comme s'il avait le choix. C'est quand même surnaturel, en fait. Oui. De voir comment il peut se mettre des boîtes. Ouais. Et pas en course. Ouais. Mais bon, donc on va parler quand même de Zarco, qui est 6ème au championnat. Il a 21 points d'avance sur Lorenzo au général. Excusez du peu, oui, c'est pas n'importe qui non plus qui est derrière. Hein. Pas rien. Donc il reste 2 grands prix. Donc à voir s'il tiendra cette 6ème place jusqu'à Valence. On va avoir donc aussi en tête Zarco au classement des Indés. Et il a 27 points d'avance sur Petrucci. Et surtout, il est premier rookie et pour le coup, il ne pourra pas être rejoint puisque le deuxième c'est Folger et a priori, déjà il ne va pas courir en Malaisie. Et sa présence à Valence est aussi compromise, donc là il pourrait de toute façon plus être rejoint du tout. Donc son objectif, un des objectifs qu'il avait annoncé cette saison, c'est-à-dire d'être premier rookie, est atteint. Maintenant, il lui reste à faire d'aussi belles courses que ce week-end. Alors on va parler un petit peu aussi de Superbike Supersport parce que ça courait ce week-end à Jerez et surtout Sofoglou qui est quand même bien blessé n'a pas couru et on avait Guintoli qui courait sur une Kawasaki donc qui n'est pas officielle mais une Kawasaki on va dire privée et qui a fait 2 très belles courses dans le week-end puisqu'il a fait une très très belle 6ème place sur la course du samedi et 8ème sur la course du dimanche donc il prouve qu'il est toujours dans le coup sur une Kawa privée, donc c'est vraiment très très bien. Et en super sport, on a Cluzel qui fait 2 et Mayas qui fait 5. Au général, Mayas est en tête avec 20 points d'avance sur Sofoglou et il reste une seule étape qui se courra au Qatar. Non mais en fait, la seule moyen que Mayas soit pas champion, si je comprends bien, c'est que Sofoglou revienne, mais ça c'est quasiment de la science-fiction. Pour marquer 25 points et que Mayas marque rien. Enfin, oui. 25 points, quoi. Mais bon, oui. Ça, ouais, on peut penser que c'est pas trop mal engagé. On peut aussi penser à Sofoglou qui est en train de se ressouder dans son pieu, qui doit bien morfler. Ouais, c'est clair. Ça, c'est loin de nous l'idée de se réjouir de ça, mais ce qui pourrait nous réjouir, c'est une victoire au championnat du monde de Mayas. Mais... Donc on va terminer cette petite triplette de Grand Prix très 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 lointain, très très tôt le dimanche, par le Grand Prix Shell. Le Grand Prix Shell de Malaisie, qui se courra le 29 octobre. Donc très bientôt, hein, eu égard à la date potentielle de mise en ligne du podcast, c'est en gros back-to-back en tout cas ce Grand Prix Outre-mer. Donc la Malaisie, c'est un peu spécial ce circuit parce que il comporte pour un tracé de 5 km 5, alors il fait en moyenne 1 km de plus que
que ce qu'on a l'habitude de voir, mais moi j'y vois une raison principale, c'est qu'ils se sont dit qu'une ligne droite d'1 kilomètre c'était pas assez, alors ils en ont mis 2. Mais en l'occurrence, on dit les lignes droites siamoises, parce qu'elles ont lieu l'une après l'autre. C'est en gros, tu tapes quasiment une borne de ligne droite le long de la tribune pour faire coucou, et il y a une épingle de la mort, celle qui ramasse toute l'eau quand il pleut, qui fait pédiluve, hein. Et donc qui a été refaite l'année dernière pour plus faire pédiluve. Une fois que tu as refait cette épingle de la peur, il y a 1 kilomètre de ligne droite pour passer devant les stands. Et s'en suivent des virages un peu bizarres, on en discutait hors antenne. Le virage 1 et 2 sont assez biscornus parce que se refermant très très lent, alors que tu viens de taper du 300 pendant 2 kilomètres. Et donc c'est assez déstabilisant, mais ce circuit par contre a pour lui d'être assez large et donc de faciliter les dépassements. On espère aussi que ça va se taxer à donf. Bon, avant d'arriver au niveau de Philippe Island, il faudra quand même que les mecs ils boivent encore plus de Red Bull. En tout cas, ne les sous-estime pas. C'est vrai, c'est vrai. Donc, avec ces 2 km, moi ce que j'appelle ça 2 km de ligne droite, même si c'est 1+1, là les réglages aérodynamiques et de rupteurs et de je sais pas quoi doivent être aux petits oignons pour aller chercher le petit kilomètre-heure qui va bien. Donc oui, c'est un circuit qui a été inauguré en 99 pour sa petite histoire, donc il n'y a pas la grosse histoire à la TT ou à la Seine derrière. Il est contemporain du mouvement global de circuit qui s'est construit en Asie pour populariser les sports mécaniques là-bas. J'appelle l'Asie parce qu'il y a Shanghai et Bahreïn qui sont globalement dans la même zone géographique. Ce circuit est un peu bizarre déjà comme je l'ai cité parce qu'il peut être coupé en deux, partie nord, partie sud, et chacun a sa ligne droite, mais sa ligne droite, ils partagent pas une ligne droite, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme si c'était 2 circuits dos à dos, quoi, avec chacun son petit kilomètre. Donc il est réputé, il est situé à côté de Kuala Lumpur, et c'est donc un climat éminemment humide et chaud. Donc physiquement, c'est pas rien, hein, on va dire. Autant à la limite, à Phillip Island, parfois les pilotes se plaignent parce qu'ils peuvent passer de l'insolation au caillage de miche, rien qu'à cause du vent du nord. Mais là c'est l'étuve. Tu rentres dans une étuve saturée de flotte. Quand elle est pas par terre, la flotte elle est dans l'air, de toute façon. Histoire de vraiment charger la barque, c'est le cas de le dire, certains pilotes, alors je sais pas si j'ai pas pu voir ça sur internet parce que ça n'est que du Wikipédia, hein, je cite mes sources bien sûr. D'aucuns se plaignent que la piste globalement s'enfonce parce qu'elle est construite sur des marais. Oh merde. Après Amityville qui était construit sur un cimetière indien, là ils ont construit ça sur des marais, donc la piste, je pense pas qu'elle s'enfonce comme on pourrait le penser, mais elle doit bouger. Je pense que le revêtement commence à prendre des bosses et tout, donc voilà. Après pour parler des trucs qui sont pas drôles, c'est le circuit où Simoncelli est mort en 2011. Ça fait 6 ans déjà, comme je le voyais passer aujourd'hui dans les news. Pareil, l'ère Rossi qui certes commence en 97, datation carbone 14, a vu ce dernier gagner 6 fois. Mais c'est toujours pareil, hein, la dernière victoire elle date de 2010, ou du moins, enfin en gros ça fait 7-8 ans qu'il s'est pas imposé, donc le fait que Rossi gagne 6 fois, même si là il a montré le week-end dernier qu'il pouvait largement prétendre à des victoires, hein, et que Assen n'était pas un coup de chance, Rossi 6, alors les plus récents vainqueurs ça va être de l'espagnol, hein. Je vous en mets un peu plus là, il y avait 3 pour Pedrosa et 1 pour Marquez. Par contre celui qui a gagné, qui fait partie du clan des 1 victoire avec Marquez, Biaggi et Capirossi, ces 2 derniers vous situez un peu les époques, c'est Dovi, parce que l'année dernière c'est Dovi qui s'est imposé en Malaisie, avec Rossi 2 et Lorenzo 3. Mais bon, comme on l'a déjà un peu cité avant, c'est pas parce que Dovi gagnerait qu'il pourrait faire un coup au championnat, parce qu'il suffirait que Marquez marque quelques points. Et on serait pas plus resserré que ça, quoi. Enfin, si, mais c'est quasiment cuit pour le Dovi, mais nous verrons ça. Rien n'est joué. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Tu es bien placé pour le savoir, même si on les paye pas payé ce week-end. C'est bon, tu me confirmes, vous n'êtes pas payé? Ah non, on n'est pas payé là. Ouais, on a notre poche, mais t'inquiète pas, on s'est bien marré. Oui, ça fait partie du délire. Vivement quand même cette course que je suivrai en mangeant un burger aux hormones et en buvant un coca
parce que je serai aux États-Unis Ouais, à tu ce pars aux moment-là, mais States, j'essaierai de toi. Ouais, trouver. t'es comme ça, Ouais, je toi. suis comme ça, ouais. Ouais. Je suis un peu décalé pour Austin, hein, je crois que j'ai raté, mais bon. De beaucoup, oui. Ouais, c'était bien tenté quand même. Ouais, soit t'as 6 mois Et d'avance puis- ou 6 mois de retard. Mais... Oui, finalement, vu comme ça. Et non, mais j'essaie quand même de me trouver un coin de télé quelconque qui rediffuse ça, mais je suis pas sûr que le MotoGP soit très mainstream aux US. Bon, bah écoute, ah oui, on va quand même, parce qu'à chaque fois on le note, mais on le dit jamais. Si vous pouviez nous mettre un petit commentaire sur iTunes ou Podcast Addict ou un petit truc comme ça nous ferait vachement plaisir. Ouais, un petit 5 étoiles ou tout si des trucs comme ça. Oui, voilà, oui. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Bah, si on peut faire des vannes un peu de mauvais esprit, on s'en prive pas non plus. On s'en prive pas, puis surtout on annonce les nouveaux épisodes et tout, etc., etc. Et vous pouvez vous abonner donc au flux iTunes évidemment sur Podcast Addict, etc., etc. Comme ça, bah, nous on est super contents d'avoir des gens qui interagissent un petit peu avec nous, qui nous taquinent, qui voilà, ça c'est cool. Oui, parce que le propre du café du commerce que représente ce podcast, c'est aussi de pouvoir susciter la discussion, jamais objective, mais toujours correcte. Ouais, toujours correct. C'est qui est important. Toujours en dessous de la ceinture. Ah bah, Ouais. si c'est possible, en Toujours tout cas, limite, oui, ou du moins totalement injuste, et les petits vieux du Muppet Show, quoi, qui disent du mal. Bon allez, sur ce, Messieurs, Steph, dames, je te à la dis prochaine. bon voyage. Bah écoute, ouais, et puis je te dis, je serai accroché à mon Twitter, et puis oui. nous verrons. Eh oui, on verra bien ce que la Malaisie va donner comme verdict. Sur ce, Ciao. ciao.